Bienvenue dans Ciel ma planète, le podcast qui aborde les enjeux climatiques avec pédagogie en interviewant des invités en action. Nous aborderons des thématiques du quotidien en discutant des constats et des solutions applicables. Salut! Aujourd'hui, on reçoit François Laugier, co-créateur de l'atelier d'automne. C'est un chiffre important parce que c'est l'objectif à atteindre pour 2050. Alors 3, 2 tonnes, 1, 0. Alors bonjour François et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Bastien, merci pour l'invitation et merci pour le podcast que tu fais. Merci. Et justement, la première question du podcast, c'est comment va ta planète? Comment va ma planète? Je me permets d'élargir un tout petit peu la question à comment va le monde, si tu permets. Vas-y. En fait, j'aimerais répondre de deux manières. La première, c'est que il me semble que si on regarde des indicateurs un peu objectifs, on constate une certaine forme de développement humain sur les décennies passées, voire même les siècles. Donc, on peut regarder ça avec des indicateurs très macro, très abstraits comme la richesse par habitant, l'espérance de vie qui augmente, l'accès à la santé, à l'éducation, des choses comme ça, qui sont donc ce type d'indicateur peut être aussi rassemblé dans des autres indicateurs comme l'IDH. Et on voit que ces indicateurs-là, ils sont en hausse dans pas mal de pays. On peut regarder aussi des indicateurs qui sont plus concrets, qui sont peut-être plus parlants, comme l'accès à l'eau potable, à l'alimentation, même maintenant à l'énergie, électricité, Internet, à l'information, etc. Et du coup, il me semble que ces indicateurs montrent qu'on a une amélioration des conditions de vie. Et lié à ça, il y a des études, des gens qui essayent de mesurer un petit peu le bonheur, un truc vachement abstrait ou qui peut se définir de plein de manières, surtout quand on essaie de le quantifier. Mais en tout cas, si on regarde le niveau de satisfaction perçu par les populations, il semble aussi que cet indicateur soit en hausse et accompagne les hausses des autres indicateurs. Ça, c'est mon premier point pour relativiser le deuxième que j'amène maintenant. Ce développement humain, il est permis par on va appeler ça un modèle de développement. Ouais. Et ce modèle de développement, donc, il a ces bénéfices-là, mais il a aussi des avantages. Donc, il a des avantages sociaux, c'est pas parfait, mais il a aussi, et c'est pour ça qu'on est là tous les deux aujourd'hui, j'imagine, des avantages écologiques qu'on peut appeler des externalités. En gros, nous détruisons l'environnement. Autrement dit, nous exerçons des pressions sur notre environnement qui sont parfois tellement fortes que la vitesse à laquelle elles sont exercées ne permet pas à l'environnement de se régénérer. Donc, nous le détruisons. Donc ça peut être mesuré, ça peut être perçu de plein de manières différentes. Il y a différentes pressions, on peut les catégoriser, etc. Donc là, je fais notamment référence aux limites planétaires, qui ont essayé de catégoriser ça en 8 types de pressions. Mais on peut essayer de les résumer d'autres manières, par exemple, en 3 espèces de macro-catégories. La raréfaction des ressources finies. Donc si on regarde les ressources qui sont limitées sur Terre, du moins aux échelles de temps qui nous intéressent, donc fossiles, métaux, etc. On a un épuisement progressif des ressources, plus ou moins avancé selon les ressources. On peut aussi parler de la perte de biodiversité, qui est une espèce de macro-crise, avec des volumes, des populations d'animaux et de végétaux qui réduisent, et voire parfois des extinctions, parfois de moins en moins, parfois de plus en plus souvent, des extinctions d'espèces. Et enfin, on peut avoir aussi une autre macro-crise, le changement climatique, qui va avoir tout un tas de conséquences qui en a déjà, mais qui peut en avoir beaucoup plus. Il n'y a plus de débat sur sa réalité, il est observé, il est mesuré aujourd'hui, et on le sent. Je peux même dire qu'il y a plus de débat sur la cause du changement climatique, notamment depuis l'apparition des derniers rapports du groupe 1 du GIEC, qui affirme, et là je cite Valérie Masson-Delmotte, que 100% du changement climatique actuel est dû à l'homme. Donc il n'y a plus de débat là-dessus. Et donc on ressent déjà les conséquences aujourd'hui, et les conséquences du changement climatique à l'avenir peuvent être vraiment très très graves. Donc pour cerner un petit peu le niveau de conséquences qu'on peut avoir, on aime bien suivre un indicateur sur le changement climatique qui est l'élévation de température en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Grosso modo, le GIEC imagine qu'on peut aller vers des élévations de température entre plus 1,5 et plus 4, voire même plus, et nous dit que si on va vers des scénarios au-delà de 2 degrés, on a des conséquences qui sont vraiment dramatiques, qui sont irréversibles. On peut activer des phénomènes d'emballement qui nous amènent vers un nouvel état du climat qu'on connaît mal et qui pourrait vraiment être catastrophique. Le changement climatique va jusqu'à menacer les conditions d'habilité des êtres humains et des autres espèces dans certaines zones, voire même certains.
On comprend que c'est un constat qui est alarmant. Et du coup, une prochaine question qui va être un peu plus personnelle, c'est comment toi, est-ce que tu vas personnellement malgré ce constat? Eh bien, en effet, ce constat, il est alarmant, tu l'as dit. C'est un constat qui est lourd quand on en est conscient. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est si je reprends le changement climatique, mais ça va être le même type de raisonnement pour les autres crises ou macro-crises. Le deuxième point qui est lourd, c'est de réaliser l'ampleur du défi pour y répondre. En gros, aujourd'hui, le changement climatique, on peut voir ça comme un problème et on peut aussi essayer de regarder les solutions qu'on met en place. Et on voit qu'il y a un gros écart entre le niveau du problème et le niveau avec lesquels les solutions y répondent. Oui. Et ça, c'est un constat qui peut être lourd aussi. Néanmoins, face à ce constat, enfin, moi en tout cas, ce constat, il me donne de l'énergie, il me donne envie d'agir. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point là-dessus, c'est que cette énergie, cette envie d'agir, elle se renforce, elle est même décuplée par le fait que je vois des dynamiques et des initiatives positives qui se mettent en place. Tout à l'heure, je parlais des niveaux de température d'élévation de température possible, entre plus 1,5 et plus 4, voire plus, d'après le GIEC. Donc ça, c'est vraiment tous les scénarios qui sont possibles, la palette, la fenêtre, la marge de manœuvre qu'on a. Aujourd'hui, si on regarde les volontés de nos sociétés et qu'on essaye de prolonger leur application dans le temps, d'estimer ce vers quoi ça nous mène, on voit qu'on est sur une trajectoire d'entre plus 1,8 et plus 2,4 degrés en fonction des types de volontés qu'on considère. Et ce que j'appelle volonté sociétale, ça va être représenté par les objectifs affichés des États. Donc, entre plus 1,8 et plus 2,4 degrés. Si on regarde maintenant les actions qui sont effectuées concrètement par nos sociétés, au travers les mesures nationales, certes, mais aussi les actions des individus et des entreprises, et qu'on prolonge aussi comme si ces actions allaient continuer à se réaliser avec le même niveau d'effort, quoi. On les prolonge jusqu'à 2100, on voit qu'on est sur un scénario d'environ plus 2,7. Donc, en gros, aujourd'hui, en fonction de si on regarde la volonté ou les actions qui sont mises en place et qu'on essaye de se projeter à l'avenir, on est sur des trajectoires entre plus 1,8 et plus 2,7 degrés. Donc, on n'est pas sur une trajectoire plus 4 degrés, et ça peut faire un peu de baume au cœur, ça peut renforcer notre énergie, notre envie d'agir. Et j'irais même plus loin, c'est que si on avait fait ces projections il y a 3 ans, en fait, on aurait vu que nous aurions été sur des trajectoires plus 2,7 à plus 3,3 degrés de mémoire, ce qui est encore pire qu'aujourd'hui. Et ça mène au point suivant, en fait, on progresse, et on progresse super vite. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont très, très macro, qui peuvent paraître abstraits. Et on peut se demander si ça a vraiment une réalité. Du coup, on peut essayer de compléter ces analyses par des analyses plus concrètes à différentes échelles. Par exemple, à l'échelle des États. Les États dans le monde sont plus ou moins avancés. Donc, dans leur volonté, oui. Maintenant, je vais plutôt parler des choses plus concrètes qui se mettent en place aux échelles de l'État, c'est-à-dire quels objectifs concrets se fixent par secteur, par exemple, quelle transformation de secteur ils imaginent, quelles mesures ils mettent en place, faire en sorte que ces objectifs se réalisent, donc des incitations, des politiques, je ne sais lesquelles, des financements, etc. Et il y a des choses qui se mettent en place en France, par exemple, il y a une planification de ces mesures qui commence à être présente et assez solide, quoi. C'est pas encore le niveau c'est pas encore au niveau par rapport à l'objectif qu'on a. Notamment en France, on a un objectif de neutralité carbone en 2050, ce qui suppose diviser par 6 nos émissions territoriales. Néanmoins, c'est des choses qui sont pertinentes, qui vont dans le bon sens et qui sont déjà vraiment en rupture. Par exemple, interdiction de la vente de véhicules thermiques en 2040. Ça, c'est dans la loi. Et au-delà de cet objectif, du coup, il y a des vraies mesures actuelles qui se mettent en place. Pour l'automobile, c'est pas mal à l'échelle de l'Europe, il me semble, et qui permettent déjà d'avoir des belles avancées. Donc, à l'échelle des États, il y a des choses qui se mettent en place. À l'échelle des individus, c'est plus diffus, c'est pas forcément facile à percevoir, mais on voit des dynamiques. Il me semble que, par exemple, si on prend un indicateur un petit peu de consommation, la consommation de viande commence à réduire un petit peu. Un autre indicateur plus concret pour nous, c'est de voir la dynamique autour de la fresque du climat. 300 000 personnes en 2 ans, c'est un truc de fou. Notre dynamique du même type, c'est les Fridays for Future. Enfin bref, il se passe des choses aussi aux échelles individuelles qu'on n'avait pas il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et peut-être qu'il y a 3 ans, 4 ans, jamais imaginé ce qui est en train de se passer aujourd'hui. À l'échelle des entreprises, on voit aussi des dynamiques d'engagement, d'affichage d'ambition, etc. Mais aussi des entreprises qui commencent à opérer des vraies bascules, quoi. Et si je reprends l'exemple de l'automobile, simplement pour donner un exemple, les stratégies des gros constructeurs / assembleurs comme Renault ou Stellantis sont sur la voiture électrique maintenant. Et ils sont en train de commencer à transformer tout leur outil industriel pour faire de la voiture électrique. Alors qu'il y a 2 ans, c'était pas du tout ça qu'il y avait dans leur tête.
au-delà du débat voiture électrique, voiture pas électrique, qui est affiché dans la stratégie de Renault, c'est même de réduire le nombre de voitures vendues en les vendant plus cher et en trouvant des nouveaux business models derrière. Mais voilà, c'est des choses qui vont vraiment dans le sens de la transition. Donc, il y a des dynamiques qui se mettent en place. Moi, ma conviction, c'est que plus ces dynamiques sont là, plus elles sont stables et plus elles se renforcent. Et c'est notamment vrai dans le monde des entreprises. Les entreprises anticipent. Une fois que la planification est là, c'est plus facile pour elles d'anticiper et c'est plus facile pour elles de voir l'intérêt, enfin, où est leur intérêt et de voir que leur intérêt va plutôt s'aligner avec la transition, autrement dit, avec le fait de contribuer à réduire les émissions. Une fois que des entreprises ont compris ça, elles vont peut-être afficher des ambitions, ce qui va être perçu par les autres, qui vont dire, OK, c'est peut-être pas bête, je vais peut-être faire la même chose ou bien je vais m'intéresser, etc. Dans l'action, c'est encore plus vrai. Une fois que on voit une entreprise qui a réussi à opérer un changement de fonctionnement, un changement de modèle d'affaires, ça va inspirer les autres vont se dire que c'est possible, vont avoir des autres idées, etc. Et donc, le fait que toutes ces dynamiques se mettent en place, moi, ça me donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir. Il y a des mots-clés que tu as cités, il y a surtout le mot action qui est vraiment important pour surmonter, entre guillemets, parfois les ressentis que l'on peut avoir ou pour justement nous entraîner dans une dynamique positive, parce que tu as parlé aussi de dynamique. Et la question, c'est comment est-ce que toi, personnellement, tu agis aujourd'hui ? Donc, aujourd'hui, je suis impliqué à 100% sur 2 tonnes. 2 tonnes, donc c'est un atelier qui, grosso modo, permet d'accompagner les individus et les organisations dans leur transition bas carbone. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner aussi l'explication de pourquoi il s'appelle 2 tonnes ? Yes. Alors, pourquoi il s'appelle 2 tonnes ? Pour rester un petit peu là-dessus, c'est un point de la trajectoire de réduction des émissions qu'il faut qu'on suive si on veut limiter le changement climatique à plus 1,5 degré. Donc, je m'explique. Limiter le changement climatique, c'est stabiliser l'élévation de température à plus X degrés. Et ça impose de ne pas dépasser une certaine concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui impose de ne pas émettre plus de tant de gaz à effet de serre. On va compter en tonnes de CO2 ou tonnes de CO2 équivalent pour compter tous les gaz à effet de serre. Ce total cumulé, on peut l'appeler budget carbone. Et étant donné que c'est un total qui est fini, en fait, il faut pas qu'on le dépasse et on va pas arrêter d'émettre du jour au lendemain. Donc, on va imaginer des trajectoires de réduction des émissions progressives jusqu'à ce qu'on appelle la neutralité carbone ou neutralité climat ou encore zéro émission nette, ce qui veut dire qu'on n'augmente plus la concentration, ce qui veut dire qu'on émet autant qu'on absorbe. Ça, c'est possible que si on réduit drastiquement nos émissions. En tout cas, pour limiter à plus 1,5 degré, on va réduire nos émissions. En 2050, il faudra qu'on soit en dessous de 20 gigatonnes de CO2 équivalent émis en brut. Et ça, ramené à la population qu'il y aura possiblement en 2050, donc 10 milliards, ça fait donc en dessous de 2 tonnes de CO2 équivalent. Donc voilà l'objectif. Et est-ce qu'on peut avoir une petite idée de combien est-ce que nous, en moyenne, on est en France ? Parce que là, on comprend que l'objectif, c'est 2 tonnes. Mais du coup, donc ça, c'est le point d'arrivée. Mais le point de départ, aujourd'hui, il est à combien à peu près ? Ouais. Donc en France, je vais peut-être répondre au monde d'abord. Ouais. Dans le monde, aujourd'hui, on est à environ 7 tonnes de CO2 équivalent par être humain. Ce qui fait, je ne vais pas faire le calcul, mais plus de 50 gigatonnes de CO2 équivalent émis par an dans le monde. Et en France, alors ça dépend de l'indicateur qu'on suit. Si on suit les émissions territoriales ou l'empreinte carbone, qui sont des indicateurs différents, et on va peut-être regarder plutôt l'empreinte carbone. En empreinte carbone, on est à environ 10 tonnes de CO2 équivalent par Français. Et je précise juste, du coup, empreinte carbone comptabilise toutes les émissions qui permettent notre mode de vie. Donc, autrement dit, toutes les émissions des activités qui permettent de produire les biens et services qu'on consomme en France. Ça va notamment inclure ce qu'on appelle les émissions importées. Des émissions qui sont émises par des activités étrangères qui permettent de produire des choses qu'on importe. Merci beaucoup pour cette clarification. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet atelier, justement, cet atelier d'automne ? Quel est l'objectif de cet atelier ? Qui peut y participer aussi ? Et comment fait-on pour y participer si jamais on est intéressé ? Ouais, donc 2 tonnes. C'est ce qu'on appelle un serious game. Donc c'est un jeu sérieux. Durant cet atelier, un groupe de entre 5 et 15, voire plus ou moins, participants va essayer de réduire les émissions pour atteindre cet objectif de tonnes en 2050. Concrètement, ce que les participants vont faire, ils vont partir des émissions actuelles en considérant 2 niveaux. Un niveau individuel, en calculant leur empreinte carbone personnelle grâce au calculateur empreinte carbone de tonnes, et un niveau collectif sur l'ensemble de la population nationale en France. Et l'objectif, ça va être de prendre des actions. Donc, il y a des cartes actions qui seront proposées aux participants tour par tour, donc année par année, groupe d'années par groupe d'années,
à chaque fin de tour. Donc, des actions auront été choisies et les émissions évolueront en live grâce au logiciel de Ton. Et donc, tu vas alterner entre des actions individuelles et des actions, ce qu'on appelle des actions collectives ou systémiques. Donc, des actions individuelles, ça va être en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire? Soit pour réduire directement mon empreinte carbone. Donc, on va avoir des actions classiques comme manger moins de viande, faire du covoiturage, rénover, etc. Mais aussi des actions qui ne permettent pas forcément directement de réduire son empreinte carbone, mais d'avoir de l'impact sur la société, sur les autres. On va appeler ça des actions d'influence. Et donc, ça va être sensibiliser en animant des ateliers, face au climat, de tonnes, etc. Ça va être agir dans son entreprise pour essayer d'influencer son entreprise pour progressivement la faire basculer dans la transition. Ça va être agir en tant que citoyen auprès de ses élus, etc. Donc, plein d'actions comme ça à l'échelle individuelle. Lors des niveaux collectifs, des actions systémiques sont proposées et ce qui est imaginé, c'est que les participants sont un groupe de décideurs de la société. Donc, en fonction des tours, on va alterner. Parfois, ça va être un conseil des ministres. Parfois, ça va être des décideurs du CAC 40, etc. Et ils vont devoir prendre des grandes décisions d'investissement ou d'orientation des secteurs de la France, comme par exemple investir massivement, je vais reprendre mon exemple de l'automobile, dans le train ou dans les véhicules électriques, des choses comme ça. On alterne entre les tours et l'idée, c'est de voir progressivement évoluer les émissions de façon immersive qu'on est en live et de voir jusqu'où on peut arriver donc, en 2050. Et donc, pour finir sur l'atelier, c'est 3 heures avec une introduction pour partager les bases qui vont permettre de faire le jeu. Qu'est-ce qu'une empreinte carbone, qu'est-ce que l'accord de Paris, les 1,5 degrés, pourquoi les 2 tonnes, tout ça. Et puis, une phase de débrief pour essayer d'ancrer les apprentissages et prendre vraiment du recul sur le jeu. C'est-à-dire que durant le jeu, tu vas voir des chiffres, tu vas voir évoluer les émissions, tu vas voir quelle action a quel impact. Donc, ça va être vraiment un partage de connaissances et de données. Mais on croit aussi beaucoup au fait de transmettre un certain rapport au sujet, une certaine vision d'ensemble. Et c'est ça qu'on essaie de partager dans le débrief. Dépasser un peu les chiffres et les ordres de grandeur des actions une par une et essayer d'en tirer des grands messages qui vont pouvoir nous guider et nous inspirer pour la suite de notre transition. Merci beaucoup pour ce détail. Quelques petites questions pour terminer. Est-ce que c'est réservé, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est réservé aux entreprises, aux collectivités, aux citoyens ou est-ce que c'est pour vraiment toutes celles et ceux qui souhaitent participer? Ouais, bonne question. The Ton, c'est environ 600 animateurs maintenant qui animent vraiment pour tous les publics. Donc, ça peut être pour ses amis, pour le grand public au travers d'associations comme l'association de Ton, pour les écoles pour leurs étudiants, pour les entreprises. Donc, les animateurs peuvent animer pour leurs collègues. Mais on intervient aussi dans les écoles et les entreprises, notamment avec l'entreprise de Ton, de l'ESS. Voilà, un peu tous les publics. Et pour s'y inscrire, est-ce qu'il y a un site spécifique ou comment est-ce que ça marche si on souhaite s'inscrire à un atelier? Yes. Pour t'inscrire, tu peux aller sur notre site de ton.ru et tu auras toutes les infos. Merci beaucoup François pour déjà la création de cet atelier de Ton. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus sur quel cheminement tu as entrepris pour arriver à cette création d'atelier? Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de créer un atelier comme ça collectif, un serious game d'immersion pour atteindre cet objectif de 2 tonnes? Personnellement, déjà, peut-être c'est un mix de plein de choses. Moi, je suis sorti d'école d'ingé en 2018 et j'étais perdu dans la mouvance des étudiants qui ne savaient pas quel sens donner à leur début de carrière. Et je me suis très vite embarqué dans une phase d'expérimentation, de rencontre, de lecture, d'apprentissage. Très, très vite, j'ai eu envie aussi de créer des choses, de créer des façons de transmettre. Voilà, et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à m'investir dans l'éducation à l'environnement, la sensibilisation au travers de différentes associations. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert la fresque du climat. Et j'ai animé pas mal de fresques durant cette période. Et vraiment, le débrief, c'était un terrain de jeu, quoi. J'ai essayé 1 milliard de trucs. J'avais toujours envie d'essayer de créer, quoi, d'essayer de créer une nouvelle façon de transmettre, soit une énergie positive dans le débrief de la fresque, soit des choses concrètes sur l'action pour que les participants repartent avec un maximum de choses. C'est durant cette période-là que j'ai développé des convictions, un avis, on va dire. Et je te partage 2 éléments là-dessus. Le premier, c'est que donc on était en 2019. J'ai toujours eu cette sensation qu'une partie de l'écosystème climat et même la façon dont il était perçu, c'était un écosystème parfois un peu perdu, parfois même carrément déprimé avec des enjeux d'éco-anxiété ou solastalgie ou je ne sais quel mot compliqué utiliser. Ça, c'était un premier enjeu. Je me disais, mais c'est dommage que ces gens-là qui ont plein d'énergie, qui sont parfois vraiment géniaux, ont envie de s'investir pour la cause et tout, ils le vivent mal. Donc, j'avais envie d'essayer d'agir pour ça.
Et la deuxième chose, à cette époque-là, c'est que aujourd'hui, on commence à avoir pas mal d'outils et tout ce qui est comptabilité carbone, ordre de grandeur, CO2 et tout, ça commence à rentrer progressivement dans le domaine plus connu, quoi. C'est de moins en moins un sujet d'expert. À l'époque, c'était quand même assez peu connu et du coup, j'avais l'impression d'assister souvent à des débats militants ou des débats sur l'écologie très vides en fait, avec des arguments qualitatifs qui manquaient vraiment d'arguments quantitatifs, qui faisaient que le débat il pouvait pas être résolu et qu'on pouvait avoir des arguments dans tous les sens. Donc il y avait un vrai manque de connaissances factuelles sur le sujet, ce qui est toujours le cas, mais de moins en moins. Donc rapport psychologique, j'ai envie de dire, négatif, parfois, souvent, et manque de connaissances factuelles. Et donc c'est ces deux pattes-là qui m'ont donné envie d'apporter une solution. Étant donné que j'étais dans différentes initiatives de sensibilisation à l'époque, la fresque du climat, mais pas que. En fait, j'ai pu les comparer et j'ai trouvé que l'approche La Fresque, avec une immersion dans le sujet pendant 3 heures, avec l'intelligence collective en groupe, c'était vraiment super puissant. Et donc, pour l'impact que ça a sur les gens, mais aussi pour le modèle de déploiement possible et le potentiel de toucher plein de gens. Enfin, c'était évident pour moi que ce type de solution-là, donc atelier un peu ludique, un peu long, avec des groupes, c'était une super approche. Et j'ai essayé de mélanger les deux. Donc, de créer un atelier qui réponde à ce que j'ai dit avant. Donc, essayer de diffuser un rapport plus positif à la transition et partager de la connaissance sur le sujet. Bravo pour ton engagement, François. Est-ce que tu as eu une rencontre peut-être décisive dans ce parcours? Parce qu'il me semble que vous avez co-créé cet atelier, donc vous êtes 2. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton copilote? Donc là, j'ai parlé vraiment perso. Et c'est ça qui m'a amené à créer l'ancêtre de 2 tonnes. Mais j'aimerais ajouter une chose sur 2 tonnes et pourquoi le climat, en fait. Vas-y. Parce que 2 tonnes, c'est CO2 et c'est vraiment centré climat, comme on l'a vu au début. Il y a plein d'autres problèmes. Donc pourquoi le climat? J'ai juste envie de partager 2 éléments. Le premier, c'est que si on devait effectuer un espèce de classement un peu sordide des problèmes actuels, disons, je sais pas, en nombre de morts, en quantité de malheurs, il me semble que le climat serait vraiment bien placé. Et du coup, ça souligne l'ampleur du problème. L'ampleur du problème qu'on peut mesurer, qu'on peut cerner grâce au GIEC, ce qui est moins le cas, par exemple, pour la perte de biodiversité, qu'on a encore assez de mal à cerner, ce qui permet pas d'avoir exactement la même analyse. Et le deuxième enjeu, c'est que si on regarde ce que nous dit le GIEC, si on regarde les solutions qui sont mises en avant, la plupart d'entre elles vont dans le sens de l'atténuation des autres problèmes. On parle de co-bénéfices et la plupart des solutions sur le climat, en fait, permettent aussi de répondre aux autres enjeux. Ces 2 éléments qui justifient pour moi mon engagement sur le climat. J'ai considéré que c'était vraiment un enjeu prioritaire et un enjeu qui permettait de répondre en partie aux autres. Pour finir là-dessus, tout à l'heure, on expliquait pourquoi 2 tonnes. En fait, 2 tonnes, c'est vraiment un point d'étape. C'est un point d'étape, mais il faut continuer après. Néanmoins, on s'est dit que si on arrivait jusqu'à là, c'était déjà une victoire de fou. C'était qu'on avait réussi, que la société s'était embarquée dans une dynamique générale et avait déjà fait une grande partie de l'effort climat. Et peut-être que les efforts qui seraient à faire ensuite, elle pourrait les continuer, les prolonger dans cette même dynamique et voire même qu'elle pourrait aussi s'inspirer de ce qui est fait et puiser l'énergie de cette dynamique pour aller tacler d'autres problèmes, quoi. Est-ce que tu veux nous préciser, un peu parler de la rencontre avec Pierre-Alix? Ouais, Pierre-Alix, je l'ai rencontré en 2020 lors d'un séminaire, La Fresque du climat. Et donc, il avait participé on s'était rencontrés parce qu'il avait fait l'atelier, l'ancêtre de 2 tonnes qui s'appelait Comment agir pour le climat. Ça n'avait rien à voir avec ce que tu connais aujourd'hui. C'était un Excel codé et tout. Et il avait trippé. Et puis, on était restés en contact. Donc, dans cette période-là, c'était un projet qui était vraiment bénévole. Et il y avait plusieurs personnes qui avaient envie de s'investir. Et Pierre-Alix en faisait partie. Et, on s'est reparlé, on s'est revus et on a fait des sessions de travail ensemble sur le sujet et on s'est rendu compte que on s'entendait super bien et qu'on t'a fait bien ensemble, quoi. Étant donné que ça et que en plus on voyait le projet grandir mais pas assez vite par rapport au potentiel qu'on lui voyait. Vraiment, on s'est dit écoute, on va bosser ensemble et on a commencé à se faire des sessions de travail très très régulières jusqu'à se dire qu'on allait faire un vrai projet ensemble et jusqu'à se dire qu'on allait mettre 2 tonnes au centre de ce projet. Et puis, de fil en aiguille, une entreprise a été créée, une association, la dynamique, et puis voilà. Merci beaucoup pour ces explications, de comprendre un peu mieux le contexte de comment tu agis aujourd'hui grâce à cet atelier que je recommande vivement, l'atelier de 2 tonnes. Et ça va nous amener vers la dernière partie du podcast qui est axée action. Avec cette question, c'est selon toi, François, quelles sont les 3 actions avec le plus d'impact positif pour ta planète et pourquoi? Ok.
Alors, dans l'atelier, on parle de chiffres, on parle d'empreinte carbone, on parle d'action pour réduire son empreinte carbone, mais on parle aussi d'influence. Et nous, chez Dutton, on pense que c'est super important parce que, comme on le disait au début, il y a des dynamiques qui se mettent en place et ces dynamiques, elles se renforcent, se stabilisent, mais elles peuvent encore être accélérées et il faut qu'elles soient accélérées. Et en tant qu'individu, on a vraiment un pouvoir là-dedans. On a notamment un pouvoir en tant que collaborateur de notre organisation. Arriver à faire basculer une organisation, c'est potentiellement changer une partie du marché, une partie de l'offre, réduire des dizaines de milliers, voire plus de tonnes de CO2 équivalent si on veut avoir une approche comptable. Donc, il y a des leviers qui sont gigantesques côté mon travail, quoi. Ça, je dirais que c'est la première action. Donc, c'est essayer d'influencer son entreprise, ses collègues, pour petit à petit faire grandir l'entreprise sur le sujet jusqu'à arriver à une bascule en transition. En deuxième action, je prendrais quelque chose dans la même veine, donc influencer, mais les différentes parties prenantes de notre vie. Donc ça peut être nos proches, par exemple, peut-être nos élus, enfin bref, tout simplement parce que ces gens-là travaillent aussi. Ils ont certes un impact direct qu'ils peuvent réduire, et ça va avoir un impact, mais ils peuvent aussi, de la même façon que vous, agir dans l'organisation, etc. Et ça, c'est super important pour accélérer toutes les dynamiques, et je l'ai déjà dit. Et si je devais prendre une troisième action, je prendrais un éco-geste, une action qui permet de réduire son empreinte carbone. Et j'ai envie de prendre manger moins de viande. Pourquoi? Déjà parce que ça a un gros potentiel de réduction des émissions. Un Français, si on regarde sa consommation moyenne de viande, consomme entre 1 tonne et 1,5 tonne de mémoire de viande. Donc c'est un gros levier sur les 10 tonnes d'empreinte carbone. C'est un gros levier. Et puis si on veut suivre une trajectoire de réduction des émissions cohérente avec 1,5 degré et atteindre ces 2 tonnes en 2050, il va falloir réduire la consommation de viande générale. En fonction des scénarios, on est sur une réduction de plus 33% à 66% de la consommation de viande et on peut pas y couper. C'est l'un des postes sur lesquels il n'y a pas de solution technique ou d'efficacité miracle, quoi. C'est vraiment un poste sur lequel la demande doit évoluer. On doit aller vers plus de sobriété. Donc, je trouve que c'est une action assez symbolique pour ça et pour les clivages qu'elle peut générer, notamment chez certaines personnes ou générations qui ont l'habitude de manger de la viande et pour lesquelles c'est vraiment un acquis, une liberté individuelle. Donc, ça, c'est l'action que j'aime bien pour l'impact qu'elle peut avoir et puis sa nécessité et le rapport qu'on a avec elle. Merci pour ton top 3, François. Une autre question qui est intéressante, c'est selon toi, de ton point de vue, quel est le plus grand défi pour notre société pour les années à venir? Vaste question. Je vais apporter deux réponses rapides. J'ai parlé pas mal de dynamique, donc dans les entreprises, dans les sociétés. Pour moi, le défi, c'est d'accélérer ces dynamiques-là, d'accélérer pour générer de plus en plus de cascades de bascules de différents acteurs. Ça va pour les entreprises, mais ça va aussi pour les individus. Donc, CF, ce que je viens d'évoquer sur la viande. Mais le deuxième point que j'ai envie d'amener, qui me semble être un défi vraiment monstrueux, c'est ce qui se passe à l'échelle internationale. En gros, à l'échelle internationale, il y a une dynamique collective à travers de l'accord de Paris et de la CNUC et des COP, et elle est vraiment vertueuse. Néanmoins, moi, je vois un gros enjeu, un gros point de tension, c'est l'écart d'enjeu entre les pays qu'on appelle les pays du Nord et les pays qu'on appelle les pays du Sud. C'est-à-dire que les pays du Nord doivent s'embarquer dans la réduction des émissions, et ils ont déjà un modèle économique et ils ont potentiellement les moyens pour le faire. Les pays du Sud ont des enjeux de développement économique pour améliorer les conditions de vie de leur population. Et ils sont face à un choix qui est, si je devais résumer, faire un développement économique pas cher, carboné, et faire un développement économique plus cher, pas carboné. Et ils sont vraiment, je crois, face à ce choix-là. Il faut qu'on arrive à les embarquer là-dedans et potentiellement à les accompagner là-dessus. Donc, je sais pas si tu sais, Dutton, il y a Dutton France qui parle de la transition en France, mais nous avons aussi créé un jeu Dutton Monde qui parle de la transition mondiale. Et lors des tours collectifs, nous avons proposé un storytelling qui est la création d'une entité internationale qui collecte des fonds de la part de tous les acteurs, donc des États, mais aussi potentiellement des entreprises, des particuliers, etc. Et qui investit ces sommes-là dans l'accompagnement de tous les États du monde dans leur transition, et notamment des États du Sud. Il y a vraiment un enjeu là-dessus, peut-être sur l'accompagnement des pays du Sud, pour qu'ils s'embarquent tout de suite sur un développement bas carbone. Notre dernière question, ça va être plutôt un exercice de pensée où on va essayer justement de conserver cet objectif 2050. C'est comment imagines-tu ta planète dans une trentaine d'années? Ma planète dans une trentaine d'années, en fait, c'est difficile à dire.
Moi, ce que j'essaie d'imaginer, c'est prolonger un petit peu ce qui se passe aujourd'hui jusqu'en 2050. Et c'est un peu ça qu'on essaie de faire dans l'atelier, c'est explorer le futur en imaginant ce que va être la transition jusqu'en 2050. Et du coup, j'ose espérer que les dynamiques que j'ai évoquées, donc les individus qui s'engagent, continuent à s'engager, qui s'engagent plus, qui s'engagent dans la bonne direction, pareil pour les entreprises, pareil pour les autres acteurs, les publics, etc., qui permettent d'aller vers cette transition, de tendre vers cette neutralité carbone et qu'on suive une trajectoire 1,5 degrés. Ça, c'est mon espoir. Plus concrètement, du coup, ça implique pas mal de changements. Ça implique une évolution de toute l'offre qui est gérée par le public et par le privé, et des modes de vie qui changent pas mal. Donc, on a évoqué là un peu de réduction de consommation de viande, mais si on essaye d'être un peu plus général, beaucoup plus d'économie circulaire avec des objets qui vont durer plus longtemps, qui seront plus robustes, qui seront peut-être plus sobres, peut-être un peu moins de déplacements, des déplacements un peu différents, des vies qui auront besoin de moins de mobilité avec des distances domicile-travail, domicile-supermarché qui seront peut-être plus faibles. Donc ce serait peut-être ça ma réponse. C'est pas mal de changements dans le monde des entreprises, plein de choses qui changent, des business models, des façons de fonctionner et de produire qui évoluent complètement, mais aussi des modes de vie qui changent sur pas mal d'aspects. Et j'espère donc ça, là, je vais parler un peu à l'échelle de la France, mais ce serait très similaire dans plein d'autres pays. Mais j'espère aussi qu'en 2050, on aura répondu à de beaux projets collectifs qui est essayer de réduire les émissions pour limiter à 1,5 et qu'il y aura une forme de grosse solidarité internationale qui sera encore plus marquée qu'aujourd'hui. Merci beaucoup François. Pour la vraiment dernière question ultime, si jamais, est-ce que tu souhaites ajouter un dernier mot pour conclure ? Merci à toi déjà. Et je parlais du rapport parfois un peu destructeur qu'on pouvait avoir à la transition avec dissonance cognitive, sophastagie et tout. Moi, j'ai envie de dire, n'oublions pas que la transition, c'est potentiellement un super beau projet collectif et que c'est une occasion pour mettre plus de sens dans nos vies. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand je parlais d'essayer de mesurer un peu le bonheur et la satisfaction perçue des populations, en fait, je pourrais développer un peu plus. En gros, ce qu'on semble observer, c'est qu'on a une amélioration des conditions de vie qui sont permises par le modèle de développement et que c'est accompagné par une augmentation du niveau de satisfaction. Mais une fois qu'on a atteint un certain développement et que une partie de nos besoins un petit peu physiques sont comblés, le niveau de satisfaction augmente beaucoup moins vite. Et peut-être que du coup, la transition, c'est une façon de redonner du sens et de dépasser un petit peu ces besoins physiques et d'aller vers des besoins si je prends l'analyse qui est pas parfaite du tout, mais qui donne des idées de la pyramide de Maslow, ça permettrait de répondre à d'autres choses qui nous permettraient d'être plus heureux, comme par exemple le besoin d'accomplissement. Donc la transition, c'est vraiment pour moi une occasion de se donner du sens, de se réinventer, d'innover, en pratique de faire plein de rencontres géniales et tout. Donc gardons ça en tête. Deuxième chose liée à ça, c'est que j'imagine que ce podcast va être écouté un peu par des initiés. N'oubliez pas que en tant qu'individu, on a tous potentiellement un impact de malade autour de nous, d'influence sur les gens qui nous entourent, sur peut-être nos élus, sur notre organisation. Mais en tant qu'individu qui sommes dans cette dynamique climat, on contribue à accélérer cette dynamique, à la renforcer, à la faire exploser. Et du coup, gardons ça en tête, c'est comme si on était à la tête d'une pyramide d'impact, c'est-à-dire nous, on génère des impacts autour de nous qui vont à leur tour avoir des impacts et des impacts et des impacts et des impacts, etc. Donc, on a un potentiel d'impact gigantesque. En tout cas, François, merci beaucoup pour cette belle conclusion et à très bientôt. Merci pour l'invite encore. C'était Ciel ma planète. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Pour soutenir votre planète, nous vous invitons à prendre ce sujet en main, à vous informer pour comprendre, puis agir individuellement et collectivement. On a besoin de vous. À bientôt!